Salut à tous et bienvenue dans le live 16 sur le compte Twitch We Are Thunder France. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver après le match contre les Rockets et cette victoire dans les dernières minutes après ce compte de Lou Dort. On est en petite heure tardive mais je suis avec Constant. Comment ça va Constant? Bah ça va, bonjour à tous, excepté à ceux qui, il y a 2 mois, venaient nous expliquer que John Wall était meilleur que Russell Westbrook cette saison. J'y pense des fois ça, c'est incroyable. Je sais pas où vous êtes, je pense que vous devez être bien cachés, mais en tout cas, bonjour à tout le monde. Très content de vous retrouver malgré cette victoire qui me fait énormément de peine, mais d'être avec vous, content d'être présent avec vous pour ce live. Et bonjour à tous ceux qui sont confinés aussi, petite Ah pensée oui, pour vous. Enfin, vous n'êtes pas vraiment voilà, confinés, mais parce qu'on se moque, malgré tout, on pense à vous. on se moque de moi parce que j'habitais à Clermont dans le dernier live, mais les gars, je fais ce que je veux moi maintenant. Moi aussi. Donc un autre live cette semaine, on profite de l'horaire avancé du match contre Houston pour faire ce live en post-game. Le programme aujourd'hui, comme vous le voyez, un petit peu de trade deadline puisque ça approche à grands pas. On va parler un petit peu de loterie et de tanking. Et bien entendu, on va parler des matchs de la semaine. Puisque cette semaine, 3 matchs, 2 défaites, une victoire. On est en 3-3 depuis le All-Star Break, si je ne me trompe pas. Début de semaine, 2 blowouts contre les Bulls, puis les Hawks, si je ne me trompe pas dans l'ordre. Oui. Honnêtement, le bilan est pas si mauvais que ça pour voir ce qu'on fait sur le terrain des fois. Notamment ce début de semaine où on était vraiment en difficulté. La semaine dernière, on a vu ce miracle un petit peu contre Memphis avec un effectif très réduit, un petit peu comme aujourd'hui, et on s'en était sorti. Pour toi, Constant, c'est quoi les éléments marquants de cette semaine? Peut-être plutôt négativement, je sais qu'il y a plusieurs points que tu vas aborder. Et peut-être depuis le All-Star Break, en fait, depuis ces 6-7 derniers matchs-là, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois sur le terrain? Déjà, la première chose qu'il faut souligner avant de passer au point négatif, c'est que le dernier match qu'a joué OKC au complet, c'est-à-dire, allez, on va dire avec le 5 majeur, c'est-à-dire Shea, Dort, Maledon, Bazley et Horford, le dernier match où ces 5-là étaient présents sur le parquet en même temps, c'était le match qu'on perd, où on met moins de 80 points face à Dallas avant le All-Star Break. À partir de là, tu as toujours un des 5 qui a été absent, donc quand on sait que Casey a été plutôt épargné par les blessures en début de saison, là ça commence entre guillemets des blessures, hein, parce qu'il y a un peu de tanking, il y a un peu de load management aussi, on va pas se le cacher, mais ces manques et cette rotation qui commence à se raccourcir de plus en plus peut expliquer les contre-performances qu'on a vues, notamment cette semaine. Avant tout, parler de la défense, bien évidemment. Hmm. On fait un petit point quand même, juste parce qu'on a pris une raclée contre Chicago qui est quand même pas très explicable, entre guillemets, qui est pas, étant donné le niveau de Chicago cette saison, la forme de Chicago cette saison, elle pique un peu. Celle contre Atlanta, Atlanta est sur 8 victoires d'affilée, ils sont à 8-0 depuis que Ouais. Nate McMillan est le nouveau coach. Il va avoir un poste Ça normalement, peut je pense. s'expliquer. Oui, oui, bah Nate McMillan, quand il était à Indiana, il était très bon en saison régulière. Par contre, en Hmm. playoff, il se faisait sweeper. Mais c'est un très bon coach, je pense, pour t'amener à un bilan correct. Et Atlanta roule super bien depuis que c'est lui le coach. Donc, ça, en plus de ça, on avait une rotation qui était très amoindrie là aussi. Donc, ça peut s'expliquer. Après, va falloir quand même nous expliquer pourquoi on était une top 10 défense avant le All-Star Break et pourquoi on est la pire défense en termes de defensive rating depuis le retour de ce break-là. Alors moi j'ai ma petite idée, mais on viendra plus tard sur cette idée-là. Non, ouais, c'est le point que je voulais soulever aussi, c'est que, alors autant offensivement, on a toujours eu des hauts et des bas, et au final, là, depuis le All-Star Break, on est dans la moyenne. On est notamment plutôt Ça à va un peu droite, mieux. ouais, on est même, j'allais dire, plutôt à droit à 3 points, ça va peut-être un peu mieux, on était à plus de 40% avant ce match-là, alors ça a dû baisser avec ce match-là. Mais malgré les absences, malgré des gros manques à la création des fois, on arrivait à s'en sortir plus ou moins. Alors il y avait des gros passages à vide, si vous suivez les matchs, c'est flagrant, même dans nos recaps, on le mentionne presque tout le temps, je pense. Mais c'est défensivement Ouais. où, moi j'ai pu le mentionner aussi sur Twitter, on perd de la constance, on perd de l'impact, on perd un peu d'agressivité sur certains passages et selon le personnel, parce que ce que tu mentionnais et ce que tout le monde va aussi voir, et dans le chat je suis sûr que vous le savez aussi, c'est qu'avec toutes les absences, etc., et vu qui on met sur le terrain dès le début des matchs défensivement, ça devient plus compliqué. Parce que Roby, en poste 4, Oh là là. Oh là aussi là. énergique et avec l'envie qu'il a, il est en difficulté. Il est en difficulté. Et surtout, Moses Brown. Alors,
il a des capacités au contre de par sa taille, il a des capacités au rebond, on l'a encore vu ce soir, très intéressantes, parce qu'il te permet de dominer au rebond en fait la plupart des matchs. Par contre, dès qu'il met un pied en dehors de la raquette, c'est terminé en fait. La moitié des paniers de Wood ce soir-là, c'est il ressort un petit peu, il fait une feinte de tir, il fait un dribble, il n'a pas ses Brown quoi. Parce que l'autre il a pas de mobilité latérale. Donc... Ouais, et on le voit encore plus qu'il n'y a pas de mobilité, c'est qu'il prend. Jamais vu un joueur prendre autant de 3 secondes depuis qu'il est rentré dans le roster, et offensif et défensif. Il veut tellement jouer près du cercle, etc., là où il est efficace, qu'on se retrouve des fois avec des situations où il prend des 3 secondes un peu inutilement et j'allais dire naïvement. Donc un peu compliqué sur ce point-là. Tu vois aussi qu'il sait pas bien se placer, parce que tu as parlé de son compte, il sait pas bien se placer, puisque à chaque match il prend un tonard quasiment sur la tronche. Ouais. Quasiment à chaque match il se fait poster. Donc c'est que déjà il a mis c'est contre qui? C'est contre Chicago, il met 5 comptes là. Il est en 20-15 avec 5 comptes. Ceux qui ont vu le match, vous savez que le 20-15 c'est aussi intéressant que je ne sais pas, finissez cette phrase. C'est un 20-15 où il tire, il loupe son tir, il reprend, il reloupe son tir, il reprend un moment, je pense qu'il prend 3-4. C'est un 20-15 Amidou Diallo l'Est, j'ai envie de dire. Et donc pour revenir sur sa protection de cercle, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il est bien placé et qu'il est dans le bon timing, il va contrer parce qu'il est super grand et qu'il peut te gêner. Il est quand même assez aérien, en plus, il a quand même un petit peu la capacité de sauter. Il serait bon au volet. Comparé à Boban, par exemple, qui saute pas du tout, lui, il peut un peu sauter. Mais par contre, je sais pas vous, et surtout toi, Constant, moi, j'ai pas l'impression que depuis qu'il est titulaire, on ait une bonne protection de cercle, en fait. C'est-à-dire que chaque drive, il est souvent en retard, et au final, ça finit, il a pas gêné le joueur en face, quoi. C'est pas Rudy Gobert, qui est constamment bien placé en aide, etc. Et en plus, lui, c'est un drop très très profond qu'on doit faire sur les écrans quand on veut le faire jouer, quand il est mis sur un pick and roll, parce que voilà, comme on l'a dit, il peut pas mettre un pied en dehors de la raquette, quoi. Non, alors déjà, le comparer avec Rudy Gobert, calme-toi. Déjà. Non, mais c'était un exemple, parce qu'en termes de taille et tout. Limite, compare-le avec ce qui est comparable. En protection de cercle, attention, je vais le dire, je préfère avoir André Drummond en protection de cercle que Moses Brown. C'est dire à quel point le niveau de protection de cercle de Moses Brown est affreux. Mais j'ai envie de te dire, en fait, c'est depuis qu'il y a 2 choix, depuis que lui et Robbie ont du temps de jeu conséquent, on est dégueulasse en défense. Et ça, la défense de Robbie, on l'a souligné, je pense, dès le premier match, en disant que défensivement, il était infect, mais là, il devient de plus en plus infect. Et en plus, comme monsieur se croit extrêmement fort en attaque, je crois que c'est lui qui prend le 2e plus grand nombre de tirs ce soir après Dort. Après, il a été bon ce soir. Honnêtement, il a été bon. Il a été bon en attaque. En défense, ça, c'est autre chose. Mais toujours est-il que les deux, là, défensivement, sont catastrophiques. C'est vraiment infect, et moi ça me dit faites revenir Bazley rapidement, s'il vous plaît. On revoit un petit peu de défense. On a beaucoup tapé un petit peu sur Bazley offensivement, que c'était inconstant, etc. Mais alors défensivement, on l'a toujours dit, très propre, quoi, parce qu'il apporte, parce qu'il est cohérent, il est toujours dans l'intensité, etc. T'ajoutes à ça en plus sur les ailes, si Lou Dort t'a manqué 1 ou 2 matchs, ça te fait encore plus mal, parce que là tu perds vraiment défensivement. Tu perds un peu physiquement sur le banc parce que tu joues de plus en plus petit, parce que tu joues avec Ty Jerome et Malédon ou Shea des fois, donc c'est pas les plus physiques non plus. Voilà, donc tu perds un petit peu d'agressivité défensive et d'impact que tu avais auparavant. Je suis pas sûr d'ailleurs que le defensive rating augmente après le match de ce soir, ou diminue, pardon. Peut-être un petit peu quand même. Peut-être un tout petit peu, mais ouais, ça a joué vite. Après, parce qu'on était à 120, donc... Ouais. Mais globalement, la première problématique, elle est au niveau du personnel. Après, moi, la question qu'on peut se poser, c'est que depuis le début de saison, on montre que collectivement, on a toujours des solutions, offensivement et défensivement. Là, défensivement, j'ai un peu plus de mal. Alors, il y a eu la semaine dernière ce match contre Memphis, où le dernier quart-temps, on devient très fort d'un coup, défensivement. C'est en attaque. Non, c'est en attaque. Oui, mais on les stoppe pendant un moment. On fait un run parce qu'aussi, on fait quelques stops qu'on fait pas du tout du match. C'est surtout parce qu'on était à droite derrière. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y avait du mieux dans ce passage-là. Et là, j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu. Alors voilà, encore une fois, il y a le personnel qui joue et il y a les repères collectifs aussi. Parce que là, le 5 de départ de ce soir, je pense qu'on peut difficilement faire plus jeune en NBA. Je crois. On est plus jeune que certaines équipes NCAA. Donc là, on était à 20.7, je crois, cette année. Enfin, ce soir, là. De moyenne d'âge, donc là tu joues avec des équipes de juniors limite. Ouais.
Mais défensivement, après, on parlait des deux zigotos là qui savent pas défendre. Dort, il a pris une sauce contre Trae Young il y a 3 jours. Hein. Ouais, contre. Dort, alors oui, il fait le contre. Il fait le contre contre John Wall. Il tient plutôt bien John Wall. Mais après, le niveau de John Wall, oh là là, va falloir en parler. Mais il a quand même pris un peu une petite sauce contre Trae Young il y a 3 jours. Et Zach LaVine, la semaine dernière, il nous en met 40 à 15 sur 20. Alors, il n'y avait pas Dort, effectivement. Ouais. Mais ça n'empêche que tu pouvais quand même... enfin, des joueurs qui nous ont mis 40 points cette saison, il n'y en a pas des masses. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, il n'y avait pas Dort, donc du coup, ça déchargeait un peu de responsabilité, mais il a joué dans un fauteuil tout le match. Et en plus, quand lui marquait pas, et ben on se retrouvait avec ce problème sous le cercle où Mark Allen va postériser Moses Brown, Brown va se faire poster par Thad Young à un moment. C'est Moses Brown. Ouais, donc il y a clairement une faiblesse identifiée où on en a parlé la semaine dernière, le match contre Memphis, s'ils appuient sur Valanciunas un peu plus au poste contre Brown, je pense qu'on perd. Donc. Mais voilà, beaucoup d'absences qui peuvent expliquer que tu es obligé de faire jouer Moses Brown. Hein, parce que je pense que si tout le monde en revient, si tu as Horford qui est là, si tu as Bazley qui est là, bon Moses Brown il jouerait peut-être pas, quoique Degnaud il serait capable. Mais en tout cas, c'est vraiment. Tu peux difficilement avoir meilleur 1 contre le tanking, puisqu'on a bien vu là, et ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé, dont j'ai déjà parlé. OKC cette saison a gagné beaucoup de matchs grâce à sa défense. Et à partir du moment où tu as une attaque qui est un peu meilleure, parce que l'attaque d'OKC elle est meilleure depuis le break, et où tu as une défense qui est moins bonne, tu ne gagnes plus de matchs. C'est pour ça que Sacramento fait une saison qui est pas terrible, c'est parce qu'ils ont une attaque qui est relativement bonne, mais ils n'ont pas de défense. On n'a pas une assez bonne attaque pour miser là-dessus, en vrai. Surtout quand il n'y a pas chez. Donc, mais c'est juste tu gagneras, je pense, plus de matchs en ayant une bonne défense et une mauvaise attaque que l'inverse. Et c'est notre bilan cette saison le prouve bien. Alors que c'est en train un peu de tailler Wall là, dans le chat, et on avait une question oui. par rapport aux deux, du coup, Roby et Brown qu'on enlève. Qui on met à la place Muscala, concrètement, Muscala a été bien plus positif que ces deux-là, avec toutes les limites défensives et de mobilité qu'il a. Il était dans les timings, il était dans le collectif défensif, dans les aides, il se donnait défensivement, il était prêt à se sacrifier, parce que le nombre de fois où il sort parce qu'il a pris un coup de coude, etc., Muscala, c'était incroyable. Et offensivement, il t'a apporté autre chose, quoi. Alors, Brown a un impact sous le cercle, mais Muscala, il te permettait de te mettre en place ses hand-off, etc., beaucoup mieux que Brown. C'est d'ailleurs pour ça que, si vous avez remarqué, que Brown n'était pas là dans le clutch ce soir, c'est pour que offensivement ça marche un peu mieux avec Roby, et parce qu'on essayait de gagner le match, parce que sinon toutes les dernières actions c'est pick and roll Wood-Wall, et Wall sanctionne Brown à chaque fois, et donc Daigneault s'est adapté en mettant Svi dans un premier temps, et Ty Jerome ensuite. Oui, il y a un moment où ne serait-ce que par respect pour ce sport qu'est le basket, tu vois, tu fais pas Moses Brown dans un match dans le club, tu vois. Même si tu joues contre les Rockets qui, eux, n'ont aucune forme de respect pour la NBA, pour le basket, pour le sport de manière générale depuis 3 mois, vu qu'ils ont, même John Wall, hein, pour le coup, lui, le basket, je pense que c'est plus un hobby, hein. Son vrai métier, maintenant, c'est barman. Mais ouais, t'es chaud ce soir. Non mais faut arrêter, il y a un moment où c'est ce que fait Houston, je suis désolé, Houston, là ça devient ridicule. Et on en reparlera je pense un peu plus tard dans le podcast, dans la partie loterie là. Mais quand tu vois la tronche de notre effectif, je pense que n'importe quelle équipe nous aurait roulé dessus. Regarde, même le match contre Détroit, c'est pas pourtant, c'est pas la meilleure équipe de NBA, loin de là. Ils les ont battus mais à plat de couture, il n'y avait même pas de débat il y a 3 jours. Il y a un moment où il faut arrêter, quoi, s'il te plaît. Et en plus, ce qui est dommage pour eux, t'avais une petite hype Kevin Porter Jr. parce qu'il jouait, parce qu'il avait plus vol et tout, et là tu le vois, on l'a presque pas vu ce soir. Il a presque pas eu de ballon, il a très peu. Après, il était blessé. Ouais, voilà, mais bien sûr. Mais enfin, il était sur le terrain et t'avais l'impression qu'il était pas utilisé, t'avais Oladipo qui tirait dans tous les sens. Donc. Non mais Oladipo il fait ça depuis son transfert, il fait ça. Oladipo il veut un contrat, c'est aussi simple que ça. Mais il va pas l'avoir, il est tellement dégueulasse qu'il va pas l'avoir. C'est terrible. Les deux là, John Wall et Oladipo,
mais leur valeur, mais elle a baissé depuis le trade. Alors que la valeur de John Wall, je pensais même pas qu'elle pouvait être encore pire. Celle d'Oladipo, s'il est tradé à la deadline, il va être tradé contre quoi? Vraiment, il va rien se passer. Je te fais peut-être une transition deadline, mais Houston, limite, ta valeur d'Oladipo, elle serait plus haute, quoi. Alors je perds mes écouteurs. Non, je pense qu'on va parler encore un petit peu des matchs. Juste pour revenir sur OKC, donc vous l'avez compris, on n'est pas très chaud sur Moses Brown, bien qu'il y ait quelques éléments positifs. Peut-être qu'un jour ça deviendra un Boban ou un truc du genre, mais on n'est pas très chaud sur lui. Parce que Boban est doué près du cercle. Oui, mais tu vois, il a d'autres aspects. Boban. Il a d'autres aspects qui sont un peu mieux que Boban. Il peut plus courir, il peut plus faire 2 choses quand même. On va voir sur le fil de la saison. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres performances individuelles qui t'ont marqué là, notamment cette semaine, qui malgré ces 2 mauvais matchs sont sortis un petit peu du lot, notamment aujourd'hui peut-être? Est-ce que tu en as que tu aimerais parler? C'est compliqué de trouver des performances qui sortent réellement du lot quand t'as perdu 2 matchs de 20 points et que t'en gagnes un contre une équipe qui en perd 19 de suite dans les dernières secondes. Moi, j'ai envie de souligner le bon match de Zvi là ce soir, qui a montré qu'il pouvait attaquer le cercle, qu'il pouvait faire un petit peu de création. Le match contre les Hawks, il y a eu un très bon Ty Jerome. J'ai trouvé que Ty Jerome a été plutôt excellent, très adroit. Là ce soir, j'ai bien aimé la fin de match de Malédon. Là, il met 2 paniers là consécutifs. Ça, on aime voir. Qui nous font entre guillemets du bien. Alors du bien dans le match, du bien pour le bilan global. Je suis pas convaincu, mais des performances intéressantes. Après, c'est même Roby, tu vois, ce soir, je le défonce défensivement, mais il a été agressif. Tu vois, je crois qu'il est en 18-7. C'est plutôt intéressant. Beaucoup, pour le coup, lui, il s'est un peu calmé comparé au match face à Memphis. Il est revenu dans ses standards de maladresse habituels. Mais ouais, mais tu vois, c'est moins catastrophique qu'avant, globalement. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il met moins dedans. Là, il a un passage, il en met 2 d'affilée presque. Mais il est moins en difficulté all around, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, je me concentrais uniquement là sur son tir. Tu vois, quand tu fais 2 sur 9 contre Chicago, 2 sur 11 contre Atlanta, ce soir, je sais pas à combien il est, mais il doit encore être à 33% au tir. Ça monte, c'est pas ce que tu voulais contre Memphis, quoi. Et il est encore à 2 sur 9 ce soir. Donc, mais c'est pas la performance contre Memphis. Mais après, voilà. Il y a des joueurs intéressants, ça permet au moins à certains de se montrer. Tu vois, Malédon, là les 2 tirs, je pense que si t'avais Shea qui était là, bon bah il aurait peut-être pas fait. Il aurait pas eu la balle. Ils auraient peut-être pas pris. Non, il aurait pas eu la balle, mais tu vois, Dort, au moins, s'il peut comprendre que prendre des pull-ups à 3 points, ça sert à rien. Par contre, défendre le plomb comme il a fait, c'est ça son rôle, bah, ça peut aider déjà. Mais en plus, ce qui est dommage pour cette dernière action de Dort, bon, il se rattrape très bien avec le compte, mais sur ce pull-up à 3 points, c'est que tout le match, il est bon sur les drives, il est plutôt bon, il arrive à sanctionner la défense et tout. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il drive, il a vraiment un bon cross d'ailleurs. Il a crossé 2-3 gars là ce soir, vraiment intéressant. Donc là-dessus, il aurait pu insister. J'aime bien aussi Justin Jackson, aujourd'hui très bon. En sortie de banc, très adroit. Contre Chicago, je crois que c'était pas il fait trop du mal. Justin Jackson. Hein. Ouais, lui, t'as l'impression, tu peux le faire rentrer quand tu veux, il va t'apporter du scoring, peut-être qu'il a une petite valeur. Enfin, moi, je comprendrais qu'une équipe NBA parie un peu plus sur lui que nous, on le fait actuellement, parce qu'il est un peu loin dans la rotation. Et après, Zvi, j'ai bien aimé, ça va mettre un peu de temps à ce qu'il soit pleinement en confiance, etc. Mais il a eu un peu de minutes en fin de match, parce qu'il a été bon auparavant, il met un tir là dans le corner, on en parlait en off avant, qui fait presque tourner le match. Il est incroyable. Gros tir. Il a dû mettre d'ailleurs, il a déjà dû mettre plus de 3 points cette saison que Diallo avec nous. C'est petit, hein, mais j'étais obligé de te la faire. C'est petit. Attends, il en a mis 3. Il en a mis 3 ce soir. Diallo, cette saison, il a dû au moins en mettre 3. Ouais, si, j'exagère un peu, mais ça va vite être dépassé. 3 points, il en a mis 32 au total, il en a mis 12 cette saison. Donc il y a un peu de temps quand même. Il a mis 32 3 points au total, Diallo. C'est ça? Oui. Ouais, ça paraît, 32. Mais c'est peu. Hein. Ça fait peu. Bref, c'était des petites piques. Sur 129 matchs, ça fait 1-3 points tous les 4 matchs. Mais ce qui est intéressant avec Zvi aussi, c'est que les fois où il n'avait pas le tir ouvert et où c'était un peu moins bien, il n'a pas hésité à driver. Alors, on voit qu'il est un peu moins à l'aise quand même sur ces aspects-là, mais physiquement, il est encore là. Il est possible pour lui de finir au cercle. Il est
allez, 2-3 petites passes, mais c'est pas élite, mais tu vois, qui peut peut-être devenir un tout petit peu plus qu'un shooter, un tout petit peu plus, j'ai dit. On verra par la suite s'il a un rôle un peu plus grand. Mais encourageant ce qu'on a C'est vu vraiment un aujourd'hui. tout petit peu Oui. plus, hein. Ah oui, voilà. Un tout petit peu, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus. Mais on vous voit hein, sur Twitter, ceux qui postent déjà des gifs de Klay Thompson quand SVI 41-3. Calmez-vous quand même. Je sais que c'est pour rigoler, mais encore une fois, respectez le basket, s'il vous plaît. Mais non, intéressant ce qu'on voit de SVI, je vais pas le critiquer de toute façon. Voilà. Et s'il réussit à OKC, s'il retrouve l'adresse qu'il avait l'année dernière, tant mieux. Mais sur ce match-là, il est à droite. Sur le match qu'il joue contre Atlanta, Ouais, on le tu voit le pas. voyais quasiment On le pas voit tenter pas. de Ouais, tir. ouais. Voilà. Il est très discret, Donc, pas beaucoup de ballons, des erreurs en plus quand il avait le ballon, enfin compliqué pour lui ce premier match. Là, il s'est bien repris. On va enchaîner du coup. On a parlé un peu OKC, on a parlé un peu Rockets. La première chose que je vais te demander, c'est est-ce qu'on est en mode tanking ou pas constant, honnêtement. On gagne des matchs, on sait pas comment on les gagne, mais on en gagne. Pourtant, faire poser tout le monde. On va être honnête, hein, Shea il peut jouer ce soir. Hein. Shea, il Ah peut jouer. oui, bah oui. Mais est-ce qu'on tank? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Mais on tank. Mais la question, elle se pose pas. On tank. Mais on tank depuis le retour du break, Ouais. hein, j'ai envie de te dire. Déjà, quand tu ménages à Horford depuis le début de saison, c'est du tanking. Ou en tout cas, c'est du load management poussé à l'extrême, mais c'est pas du load management en mode on gère Kawhi pour les playoffs au mois d'avril. C'est on gère à Horford pour éviter qu'il se blesse. Pour le trader plus Et tard puis, et comme qu'il... ça, voilà. Et puis si on peut perdre un ou deux matchs Ouais. parce qu'il joue pas, ça nous rassure. Mais là où je pense que Bazley est vraiment blessé, parce que ça fait quand même 6 matchs de suite Ouais. qu'il a pas joué. Et puis la décla où Là où je on pense dit que- que c'est pas day to day, c'est week to week, c'est que c'est un peu Voilà. plus grave que... Voilà. C'est un peu plus grave que prévu, donc. Mais Dort qui joue pas certains matchs, Malédon qui joue pas certains matchs, Shake et laissé au repos ce soir. Pour moi, on est vraiment dans une optique que je considère pas de tanking, parce qu'il faudrait définir vraiment ce qu'est le tanking. Mais en tout cas, on n'est pas dans une optique de ce que tu disais la semaine dernière, de tout faire pour jouer le play. On est plus dans une optique de perdre que dans Ouais. une optique de gagner. C'est clair. Après, le problème, c'est que sur le terrain, nous, on tank pas. Comparé à d'autres équipes qu'on a pu le voir, notamment ce soir en face. Comparé à Houston, Nous, sur le terrain, on Comparé n'est à pas en John mode Wall, tanking. mais- C'est-à-dire que Dane Hall qui coach pour gagner. On a encore vu, comme on a dit par exemple avec Moses Brown, laissé en dehors du clutch. il fait rentrer Svi dans le clutch parce qu'il est bon. hein. Les joueurs font en sorte de se montrer, de jouer correctement, de jouer ensemble la plupart du temps, etc. Voilà, on a vraiment l'impression qu'on joue pour gagner. Ça, c'est les équipes de jeunes. Après, les équipes de jeunes, on sait très bien que tu as tout le monde qui va avoir envie de se mettre en valeur, donc du coup, ça va jouer. Ce qui est peut-être pas forcément une bonne chose pour nous, mais ça va jouer. Après, est-ce qu'on Là où on préfère se Houston, développer, t'as quoi. plus de vétérans, voilà. Mais là où Houston, tu as plus de vétérans qui, du coup, traînent un peu plus des pieds ou alors font n'importe quoi. Ouais. Mais à OKC, tu as une structure et tu as une culture, ce que n'a pas Houston, encore une fois. Je vais défoncer Houston, hein, clairement. Mais non, mais 20 défaites de suite, je pense que même les fans de Houston seront d'accord avec moi pour les défoncer. C'est quoi le record historique de la ligue? 28. 28, Ah ouais. c'est Sixers. 28 à cheval sur 2 saisons. Sur une saison, c'est 26. Ok. Donc voilà. Mais quand tu vois le calendrier de Houston, ils jouent Toronto, Minnesota, ils vont bien gagner un match à un moment. Enfin, quoique, vu leur niveau. Mais ils se rapprochent. En tout cas, c'est le pire record, c'est leur record de franchise. Enfin, record, si tu peux appeler ça un record. Et je crois qu'ils sont à 11 défaites d'affilée à domicile. Ça aussi, c'est un record de franchise. Mais Ce genre de toujours stats. est-il que... Ouais, bah ça pique un petit peu. Mais surtout, il y a 3 mois, quand tu avais encore Harden. Mais toujours est-il que de notre côté, pour revenir sur nous, je pense qu'on tank, on fait ce qu'on peut, ou en tout cas, on ménage les joueurs. Tu vois, on est vraiment dans une optique, on n'est pas dans une optique de gagner à tout prix. Mais c'est compliqué parce qu'on gagne des matchs et on se retrouve dans un ventre mou dont on parle très régulièrement, toi et moi. Après, ventre mou qui est quand même en train de se réduire, hein, Ouais. parce que là, avec les 2 défaites, je crois qu'on était 9e pick.
Ouais. Pick 9 à égalité avec Toronto. Là, je vois que New Orleans vient de battre Denver, ce qui est une bonne nouvelle. Ouais. T'as Washington qui va probablement monter. T'as Minnesota qui commence à gagner quelques matchs. Mm. Là, tu peux te retrouver dans une situation où, si tu fais pas trop le con, tu peux quasiment te retrouver septième ou sixième pire bilan, je pense, de la ligue. Moi, je pense que c'est possible, 7ème pire, honnêtement. Le truc intéressant, c'est que la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que à l'Est, c'est tellement serré, c'est tellement un groupe compact, Mm. il y a tellement d'équipes qui peuvent jouer le play-in, même avec un bilan nul, que quasiment toutes les équipes vont jouer à l'Est. Il n'y a pas d'équipes qui vont lâcher. Peut-être qu'Orlando, vu vu le nombre de blessés Ouais. et le fait qu'ils sont un petit peu distancés, va se Et, décider à lâcher quelques matchs. et ça Mais veut, et ça Chicago, veut tu vois, vendre à la deadline en typiquement. plus, Orlando. Ça veut vendre à la deadline, mais typiquement Chicago qui est à 18-22 peuvent encore prétendre au play-in. Mm. Eux, ils vont pas lâcher la saison. Ils la lâcheront peut-être d'ici une vingtaine de matchs si jamais il y a un écart qui se creuse. Mais pendant ce temps-là, ça continue de gagner. Ouais. Donc ce ventre mou, tu vois, Sacramento commence à gagner quelques matchs aussi, enfin commence à gagner des matchs depuis qu'Haliburton est dans le 5 majeur d'ailleurs. Mais donc voilà, ça, t'as des équipes qui étaient en dessous de nous qui, pour l'instant, Atlanta a gagné des matchs aussi, enfin gagne beaucoup de matchs, ce qui n'était pas le cas avant la deadline. T'as pas mal d'équipes qui étaient derrière nous il y a 3 semaines, qui sont sur une dynamique que je trouve pour l'instant meilleure que la nôtre. Mm. Je suis d'accord avec toi. Alors, je vais reprendre quelques trucs qu'on a vus dans le chat. Notamment, est-ce que Shea est vraiment en repos? Il est toujours marqué blessé quand il joue pas? Oui, parce que sinon tu te fais un peu taper sur les doigts. Mais je pense Tu te prends une jolie amende. il a des petits bobos en fait. Le système fait Ouais, ouais. pour que Poku, les 2 derniers lancers francs, montre qu'on veut tanker. Eh bien non, parce que Poku était à 100% en lancer franc avant ce dernier lancer raté. Il était à 100% sur la Non, saison. c'est un bon tireur, hein, c'est Oui, un je bon pense que tireur. honnêtement, il sera Bon, plutôt après, bon au lancer franc. je pense qu'il sera aux alentours des 80, peut-être même un peu plus au lancer. Ça, pour le Ouais. coup, je me pose pas. Tu vois, t'aurais fait un système, je pense. Limite, je préfère avoir beaucoup sur la ligne que Dort, hein, Oui. pas loin. Ah oui. Est-ce que Pas loin. Robbie peut passer devant Beasley dans la hiérarchie? Je ne pense pas. Qui pose cette question? Non, non. J'ai pas vu la question. En plus, Non, mais pour savoir. je trouve Robbie très bien en sortie de banc, parce qu'il a plus de ballons, il a plus de responsabilités, il apporte un impact plus supplémentaire, en fait, j'aime bien quand il est en sortie de banc. Et Beasley, il faut pas l'enterrer dès maintenant, je pense. Non, mais puis surtout, tu regardes le 5 majeur, Beasley est plus utile dans ce 5 majeur que Robbie. Ouais. Si t'as un 5 majeur avec Malédon, Dort, Shea et Horford, t'as plus envie de mettre Beasley qui est quand même un meilleur rebondeur que Robbie, hein. Je pense que Beasley est le meilleur rebondeur de cette équipe. Mm. Après, si tu considères que les box-out, ou que protéger le rebond, c'est aussi être un bon rebondeur, je pense que dans ce cas-là, c'est Al Horford. Mais non, t'as plus envie d'avoir Beasley dans ton 5 majeur, Mm. là où Robbie, effectivement, si tu veux l'utiliser, bah, utilise-le dans un 5 de remplaçant, où justement il pourra tirer parti peut-être d'une opposition en face plus faible. Mm, mm, mm. J'ai une autre question là avant qu'on enchaîne. Est-ce que vous seriez pour Lonzo au Thunder? Ça, c'est pour toi. Ah oui, bah oui, Constant adore Lonzo. oui, bah, bah non, mais alors, même toi, t'es obligé d'avouer que depuis que Lonzo a été dans les rumeurs de transfert, il cartonne, hein. Ouais. Il cartonne. Lonzo, là, depuis un mois et demi, il est quand même rentré dans une période où le mec défend, le mec est extrêmement adroit, ce qui n'était pas le cas depuis le début de saison. Après, le problème, c'est que Lonzo, s'il fait une bonne demi-saison, le mec est en contre-acquire. Donc, bon, c'est pas évident, mais moi, je trouve que Lonzo, à côté de Shea, au final, on en parlait avant même le début de saison, on parlait de Lonzo, on disait que les deux étaient pas vraiment des shooters. Quand tu vois les progrès de Shea au shoot cette saison et quand tu vois les progrès que fait Lonzo, notamment l'année dernière et depuis un mois et demi, comparé à son début de carrière où il était vraiment infect, je trouve que les deux au shoot c'est pas totalement déconnant. Mm. Et défensivement, la triplette Lonzo chez Dort, défensivement, elle est vraiment très C'est intéressante. ce qu'on dit Donc, dans le chat aussi là. Et d'ailleurs, la cote de Lonzo a l'air de monter un petit peu. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. Je suis obligé d'avouer que Lonzo met dedans et donc ça change complètement la vision que tu peux avoir du joueur s'il continue de mettre dedans comme ça, effectivement. Ah, voilà. Le fit est correct, pas idéal.
Parce que, alors Lonzo chez Dort, je suis d'accord avec toi, défensivement, c'est infernal. Après, en termes de pur talent offensif, j'ai un peu de mal. J'ai un petit peu de mal. Mais c'est loin d'être scandaleux. Hein. Voilà. Après, je suis pas sûr que je donne énormément d'argent à Lonzo à ce moment-là aussi de la reconstruction, quoi. Oh bah ça on en a déjà parlé quand on a évoqué le cas de John Ouais. Collins. Alors, est-ce que Tu connais mon avis tu là-dessus. préfères donner de l'argent à Lonzo ou à Collins? C'est pas le même poste, mais C'est pas le même prix non plus. oui. Là actuellement, vu la tronche de l'effectif, je préfère donner des sous sur John Collins parce que je considère que un meneur qui est capable de défendre et de rentrer ses 3 points, t'en auras plus facilement qu'un joueur dans le registre de John Collins. Ça se Tu vois, défend. Lonzo, au Hmm. final, Lonzo est un excellent défenseur, Hmm. est un shooter à 3 points en progression d'année en année, mais c'est pas non plus un joueur, c'est pas le joueur entre guillemets qu'il était prévu d'être au moment de sa draft. Hmm. C'est pas un joueur qui te change une équipe. C'est pas son frère. Donc oui, mais c'est pas comparable Oui, non je sais plus. très La bien. Melo, le Rocky Wall, il est en train de le prendre un petit peu aussi d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat, mais il est en train de prendre un petit Rocky Wall. Là où Edwards est quand même en train de monter en régime. Ce qui peut peut-être relancer des conversations pour le Roy d'ailleurs, mais ça, c'est un autre débat. Non, je préfère récupérer un 4-5 qui est capable de shooter et de me dire que des meneurs, ou en tout cas des guards, il y en a tellement à la draft que un Lonzo Ball est plus remplaçable entre guillemets. Un Lonzo Ball peut plus facilement se trouver pour moi qu'un John Collins. Mais c'est que mon avis, mais voilà. Alors que je viens de voir la stat dans le chat et je viens d'avoir l'alerte aussi. Deuxième 5 le plus jeune de l'histoire de la NBA ce soir, 21 ans et 36 jours. Voilà. Voilà. Incroyable. Incroyable. Pour enchaîner, on a parlé de Houston. Moi, j'avais une question pour toi que je te tease depuis 2 jours. Quand on regarde les probabilités de la draft, Constant, on constate que les 3 pires bilans de la ligue ont la même chance d'avoir le choix 1, 2, 3, 4. On constate aussi que l'avantage d'être le pire bilan de la ligue, en fait, c'est que tu es assuré d'avoir un choix top 5 et que tu as en gros une chance sur 2 d'avoir le choix 5 et une chance sur 2 d'être dans le top 4. 52%. Ouais. T'as un vrai gap en fait que les probas diminuent, on va dire, en dessous de 5. Parce que au-dessus de. Quand t'es 5ème bilan, t'as encore plus de 40% de chance d'avoir un choix top 4. Ma question, elle tourne pas mal en ce moment sur la commu Thunder US, dans plusieurs podcasts qui l'ont posé. Est-ce que tu préfères que les Rockets aient le pire bilan de la ligue, c'est-à-dire qu'on ait une chance sur 2 d'avoir le choix numéro 5, ou tu préfères que les Rockets descendent un petit peu, on va dire, 6ème, et qu'on ait en gros, alors je calcule de tête, ouais, 60% de chance d'avoir le choix des Rockets, mais du coup il est hors top 5. Un peu plus que 60%. En gros, est-ce que tu préfères risquer d'avoir une chance sur 2 d'avoir le 5? Est-ce que tu préfères faire all-in sur le fait que Houston ait le pire bilan, mais alors par contre c'est pile ou face, c'est Ouais. soit 5, soit rien. Ouais, Ou est-ce que tu préfères la jouer plus safe ouais. en voulant que Houston soit un peu plus bas, quitte à récupérer un pick qui pourrait être 7-8? C'est exactement ma question. Eh bah alors, question, il y a probablement des parieurs sportifs dans le chat. La question elle est pas compliquée. Quand vous misez sur un pari, vous faites quoi? Vous faites all-in sur une grosse mise en se disant, en priant pour qu'elle passe, ou vous préférez faire des petites mises où vous êtes sûr que ça passe? Bah moi je préfère jouer la prudence et me dire que bah ils le seront pas parce que vu leur série de wins, voilà, mais je préférerais que Houston soit potentiellement 3e ou 4e pire bilan, même si les probas au final sont les mêmes. Non, du coup, tu préfères Sont qu'il les mêmes en soit tout plus cas. bas que ça, du coup. Non, mais les probas sont les mêmes d'être dans le top 4, je veux dire. Oui, Pas d'avoir le pick 5, mais d'être dans le top 4. La proba, je crois que pour les 3 premières équipes, oui, c'est la même. c'est ce que C'est je te dis. Donc, 52% si de tu veux une vraie diff, il faut que Houston, en gros, il Non, soit. mais ils y seront pas. Oui, bah alors du coup, C'est le problème. autant qu'il soit pire bilan, alors. Si c'est la même proba, pourquoi pas? C'est ça que je te dis. Mais dans l'idéal, Dans l'idéal, tu préfères quoi, alors? Dans l'idéal. si vraiment tout se passe bien, je préférerais que Houston commence à regagner des matchs et Ouais. soit 6e pire bilan. Ok. Ok.
Moi, je Mais là, je te dis, je commence voilà. vraiment de me poser la question, moi. Hein. Parce que, Non. bah, en fait, s'il y a une année où tu dois faire all-in et absolument avoir un top 5, c'est cette année. Parce qu'on sait, il y a les 5 monstres de la drive qui sont annoncés depuis je sais combien de temps. Donc, pourquoi pas. Ce que je t'ai dit un petit peu en off, c'est que pour moi, il y avait d'autres critères qui rentraient en jeu. C'est d'abord notre classement à nous. Est-ce que OKC est dans le top 10? Par exemple, on a le choix 9. Est-ce que je préfère pas faire un all-in sur le 5, plutôt le tenter, plutôt que d'avoir un 8-9 ou un truc comme ça? Tu vois, ça se réfléchit. Pareil, selon où est Miami. Si Miami est, on va dire, je sais pas jusqu'où ils Miami, peuvent là, ils sont redescendre. combien? 16? Ouais. 17 là? Tu vois, si Miami donne un choix à 15-16, je me dis autant faire un all-in et il faudrait que les Rockets perdent un maximum et qu'on ait une chance sur deux d'avoir le 5. Parce que si tu te retrouves au pire, tu l'as pas et tu as quand même un choix 15 qui est correct. Et éventuellement voir aussi avec celui des Warriors s'il tombe ou pas, tu vois, s'il tombe, je Non, suis non, plus enclin, non, il tombera pas. il tombera pas, mais si jamais il tombe par Il tombera miracle, pas. je suis plus enclin à faire un all-in sur le haut, tu vois. Euh, Non, mais ça dépend pas de toi, c'est ça le oui, problème. ça dépend pas de moi. Donc, en fait, c'est pas dépendant de nous. Je te dis, par sentiment, par stratégie, qu'est-ce que toi t'aimerais qu'il se passe? Euh, La prudence. La Ok. prudence. Donc les Rockets gagnent un petit Non. peu de match. Bah, ça n'arrivera pas, mais dans un monde Ouais. idéal où je suis en mesure de déterminer les résultats de chaque match, Mm. ouais, je fais remonter Houston 5e ou 6e pire bilan. Par contre, si on voit que Houston continue de perdre une pelletée de matchs, faut qu'ils aient le pire bilan. Au moins, on a une chance sur deux, c'est d'avoir le 5. On n'a pas une chance sur deux d'avoir Bah 5, 6, ouais, 7. si Houston est dans le top 4, autant qu'il soit. Mm. Si Houston est dans le top 3 plutôt, parce que c'est le top 3 les mêmes probas. Ouais. Si Houston est dans le top 3, autant qu'ils aient le pire bilan. Ça, je suis d'accord avec toi. Mm. Mais je préférerais qu'ils remontent un petit peu. Tu vois, là, nous j'aimerais bien. Tu vois, le spot 9, c'est peut-être encore un peu bas. Si on est 8e ou 7e pire bilan, c'est souvent à cet endroit-là que ça monte Ouais. à la draft, je l'ai déjà dit. C'est souvent à cet endroit-là. Là, pour le coup, je me dirais. À la loterie, t'as peut-être moyen de gratter un truc. Mm. Trop, si t'es 11-12, tu monteras pas. Ou alors, faudrait vraiment un gros miracle. Là où 7-8, c'est généralement là où ça commence à devenir intéressant. Ouais. Alors, quelques réactions. Donc, déjà, je salue Alan d'Envergure qui est là dans le chat. Et je salue Ilias aussi qui lui a fait transmettre les remarques. Il dit, oui, Ilias, on va te piquer Cade. On va envoyer une offre que tu n'auras jamais vue et tu seras content quand même, mais on aura Cade. Et je vois que c'est un peu entre les deux dans le chat. Oui, nous, ça nous ferait chier. Moi, ça me ferait chier aussi que Houston récupère le first pick parce que j'ai pas envie de voir Cade tomber là-bas. Bah, il est de Houston après, les gars. Enfin, il est du Texas. Oui, mais enfin, je préfère le voir autre part. Dans un meilleur environnement. Non, ouais. Bah, surtout, John Wall, il continue à envoyer des briques et faire du hero ball, sauf que si les Rockets se retrouvent avec le first pick, Cade va prendre sa place. Donc il aura peut-être pas intérêt à faire de la merde comme ça. Mais... Ouais, donc on verra. Ça va être intéressant à suivre ça. Comme d'habitude, hein, aller voir sur Tankathon les probas, etc. C'est toujours super intéressant. Jour après jour, ça change et tout. Je pense que ça va être un marathon à suivre jusqu'à la loterie. On va enchaîner avec nos petits sujets de trade deadline. Je vois qu'Amel a posé plusieurs fois la question déjà du trade de Miami. Avec Miami, on va commencer par ça. Puisque le Thunder a envoyé cette semaine Trevor Ariza, la légende de la franchise, contre, Le routier, le guide du retard des franchises NBA. contre Meyers Leonard et le second tour de 2027, si je me trompe pas, je crois que ça tombe tout le temps cette année, c'est ça. 2027, on va avoir 26 pics. Bah, c'est pas compliqué, 2027, c'est l'année la plus tardive où tu peux changer tes pics pour l'instant. Donc ça doit être C'est pour ça qu'on a plein de pics. Bon, globalement, un trade qui change pas grand chose à la phase de la franchise, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, qu'on a échangé, c'est ce que je t'ai dit en off avant, qu'on a échangé un mec qui a jamais joué contre un mec qui jouera jamais. Donc tu récupères un second tour dans la balance, tu crées une trade exception, ça faut pas l'oublier quand même. On a créé une petite trade exception de 2.4, 3.4, je sais plus. Ouais. En dessous de 4 millions, toujours est-il, qui peut servir. T'as un an pour l'utiliser, elle peut potentiellement servir. Donc voilà, c'est un trade. De toute façon, Meyers Leonard, ça a été annoncé, il jouera pas. Probablement parce que de 1 il est nul,
Et puis de deux, parce que il tient des propos qui sont borderline pour être gentil avec lui. Et Trevor Ariza, ça a été plus ou moins dit, et notamment, bah, typiquement le fait qu'il joue les matchs avec le Heat, que lui avait pas vraiment envie de jouer au KC. Ce qui a été le cas quasiment d'aucun vétéran depuis 2 ans, hein, sinon tout le monde a voulu jouer. Donc voilà, t'échanges un mec qui a jamais joué contre un mec qui jouera jamais en récupérant un second tour. Ça nous en fait 14 sur les 7 prochaines années, les second tours. Bon bah écoute, Pour un petit package. pourquoi pas? Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est un trade où au final, ouais, c'est un gars qui aurait jamais mis les pieds à la franchise, que tu perds pas contre rien comme ça, t'as un second tour. Myers Leonard, il y a les problématiques voilà, récemment de comportement. Ça a été annoncé qu'il rejoindrait pas la franchise. Petite question Non, et pour... puis il a une team option l'année prochaine, donc Ouais, elle sera refusée. question pour Voilà. toi, il ne peut pas être tradé dans les prochains jours. Ça a été Ça a été officiel, officiel le parce qu'il y a trade. eu l'annonce de la Non, bah du coup franchise. non, Ouais, c'est ce que je pensais. pas Donc, être tradé. parce qu'au début c'était une possibilité qu'en fait ils sont inclus dans un futur trade pour équilibrer les salaires, mais du coup ça Non, paraît une fois que compliqué. c'est annoncé Ouais. par la franchise, c'est mort. Non, après pas grand chose à penser de ça. Sur le premier abord, toi t'avais amené un point intéressant, c'est que tu pensais que en envoyant Ariza à Miami, on renforçait Miami qui sont censés peut-être nous donner leur pick et du coup on diminuait la place du Oui, pick. ça, ah oui, ça j'ai oublié, effectivement. Euh, Euh, oui, ça pour le coup, tu vois, malgré tout, on en parlera peut-être dans 2 minutes quand on parlera de George Hill. Miami, ça reste quand même une équipe où, on parlait des Rockets, quand tu vois l'état dans lequel sont les Rockets, tu te dis quand même, bon, il y a potentiellement moyen qu'on récupère leur pick. Je dis pas Trevor Ariza, moi je pense que c'est un super joueur parce que même s'il a fait plein de franchises, même si c'est un peu devenu un paria là, depuis un an, son passage pardon, à Portland était excellent, vraiment très excellent. Il était adroit, il défendait, il était parfait. Après, il a arrêté de jouer pour des problèmes personnels. Moi, je pense qu'il peut malgré tout apporter à cette équipe de Miami. Mais du coup, ouais, j'étais un peu surpris de dire une équipe avec qui potentiellement tu peux récupérer le pic, de les renforcer. Ça m'embêtait un petit peu. hmm. Après, la différence avec les Clippers, c'est pour ça que moi je vois pas du tout George Hill partir aux Clippers, c'est que Miami, t'as pas leur pic des prochaines années, t'as juste leur pic de cette année. Là où celui des Clippers, c'est une toute autre affaire. Hmm. Donc Euh, voilà, j'étais un peu surpris. Ouais, après, moi, je me posais la question de qu'est-ce qu'allait vraiment apporter Ariza au Heat. Surtout, alors Ils ont besoin d'un poste 4. je vois peut-être en Depuis que playoff Jay où il Crowder sera est peut-être un peu parti. plus utilisé, il aura des missions. Mais en saison régulière, là, sur la fin de saison régulière, et on le voit d'ailleurs actuellement, pour l'instant, c'est plus de la reprise de rythme pour lui Oui. sur les premiers matchs. Est-ce qu'il va vraiment te faire gagner beaucoup plus de matchs? Et en plus, quand tu vois le classement de Miami, les équipes de devant vont pas forcément, ils vont pas les rattraper, tu vois. Ouais, c'est. Non, ils rattrapent pas le top 3, Ouais, top tu 3 de vois. l'Est. Et derrière, là, ça commence à pousser parce qu'ils en ont perdu. Mm. Ils en ont perdu 3 de suite, Mm. là, dont 2 contre Oui, Indiana. parce qu'à un moment, Et bah, c'était. juste À un après le moment, break, ils ils étaient étaient bien, là. super. Ouais, on avait c'était le choix Et 22 qui nous donnait. ouais, ouais. Et là, ils commencent. Là, ils en ont perdu 3 de suite. Et c'est tellement serré à l'Est que t'as les Knicks qui commencent à toquer à la porte. T'as Indiana qui se remet à jouer. T'as Atlanta qui en a gagné 8 de suite. Donc, je crois qu'Atlanta est quatrième là ce soir. Si je dis pas de bêtises, Mm. ils sont passés devant le 8 avec la défaite du 8. Et de l'autre côté, tu as un top 5, voire quasiment un top 6 à l'ouest, où ils ont un bilan qui est largement supérieur à celui du 8. Donc tu vois, même si, entre guillemets, Miami finit top 4 ou top 5 de l'Est, leur bilan va être relativement faible, ce qui fait que tu peux te retrouver avec un 18e, voire un 19e pick à la draft, ce qui est vraiment pas inintéressant, Mm. Mm. si jamais tu récupères leur pick. Je suis d'accord Mais avec toi. oui, mais pour Trevor Ariza, ils font comme ce qu'ils ont fait avec Iguodala Ouais. l'année dernière. Ils récupèrent un joueur qui avait pas joué pour essayer de le remettre en forme. Et quand tu auras besoin, parce qu'ils espèrent aller loin en playoff, on en reparlera. Mais ils espèrent qu'en playoff, tu vois, ils pourront mettre Ariza, je sais pas, sur Kevin Durant ou sur Giannis, parce que depuis le départ de Jay Crowder, ils ont vraiment besoin d'un poste 4. Je suis d'accord avec toi. On va enchaîner avec la deadline du coup qui arrive à grands pas. Et la rumeur, il y a surtout une grosse rumeur qui est ici actuellement, c'est sur George Hill notamment, et je crois qu'il y a encore un truc qui est sorti là, comme quoi les Clippers avaient discuté autour de lui.
C'est la grosse rumeur du moment. George Hill, on sait qu'il est sur le départ depuis presque le début de saison. Les Clippers se placent de plus en plus. Depuis qu'il a posé un pied. Oui, c'est ça. Les Clippers se placent de plus en plus. J'ai du mal à voir ce qu'on peut envoyer, ce qu'ils peuvent nous envoyer. Alors, il faut préciser quand même, les Clippers, vu qu'on leur a piqué tous leurs pics de draft, ouais. ne peuvent plus envoyer un seul premier tour jusqu'en 2027. Et est-ce que tu peux faire... Alors, je sais plus exactement lesquels on a. Est-ce que tu peux faire comme on fait Houston avec Milwaukee, où tu leur envoies un pic pour qu'ils puissent t'en envoyer 2 différents? Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent plus trader de first round. Ils peuvent plus Alors, du à tout moins faire. que t'essayes de... Ils peuvent plus du tout. Alors, s'il y a des experts du CBA, dédicace à Tom s'il nous écoute, je veux bien qu'ils viennent me contredire, mais moi je crois. Alors, t'as toujours moyen Ouais. de tricher avec le CBA, je pense, mais théoriquement, ok, ils peuvent pas envoyer de first round. Et ça va m'amener à mon point suivant. Genre, là où Trevor Ariza, typiquement, je pense qu'il y a que Miami qui en voulait. Il n'y a que Miami qui voulait de Trevor Ariza. Ouais, et puis il était Non, mais là-bas, c'est en pas plus. méchant, mais je veux dire, Il jouait le là-bas, marché en pour plus. Trevor Ariza, voilà, le marché pour Trevor Ariza était pas fou. Là où je pense que le marché pour George Hill est quand même conséquent. Ça parle surtout des Clippers, mais c'est encore, voilà, les médias américains qui sont en mode, oh, les équipes de Los Angeles, faut qu'on en parle tout le temps, même quand ils jouent pas. Je pense qu'avec la blessure de LeBron, là, ça y est, ils vont passer en mode 24 heures sur 24. La blessure de LeBron, je pense même va y avoir une vidéo de l'IRM de LeBron qui va être fait en direct. Mais je pense que le marché sur George Hill, il y a beaucoup d'équipes qui vont être dessus. Et c'est ce qui me fait dire, t'as tellement moyen, alors, en tout cas, hein, je peux me tromper, mais t'as tellement moyen de récupérer soit des jeunes plus talentueux, soit des pics en échangeant George Hill ailleurs qu'aux Clippers, que j'y crois pas vraiment. Je suis d'accord, Donc voilà. je vois pas trop ce qu'on pourrait aller chercher chez eux. Donc, je comprends Et puis pourquoi t'as- les Clippers le veulent. Je sais pas si c'est eux qui en ont plus besoin, mais de toute façon, George Hill fit à peu près partout en NBA Oui, actuellement. oui, ils fit partout. Mais ils sont aussi sur Lonzo. Ouais. Mais et là, t'as la problématique t'as une deuxième problématique qui vient, c'est que de un, le package, bah t'as des équipes qui vont pouvoir proposer mieux, je pense. Et de deux, pourquoi tirer renforcer les Clippers? Mm. Parce que eux, pour le coup, t'as leur pic dans le futur. T'as Kawhi qui commence à faire deux trois déclarations où il est pas trop content. Il est free agent cet été, hein, on le rappelle. Je pense que t'as pas vraiment envie que les Clippers fassent un gros run de playoff et t'as pas envie de favoriser ça en leur envoyant George Hill. Mm. Je pense que George Hill, t'as plutôt envie de l'envoyer à l'Est, typiquement. Après, c'est ce qu'on nous dit dans le chat là, juste sur le moment. Est-ce qu'on surestime pas la valeur d'un George Hill? Est-ce que ça vaut un first? Mais alors, si ça vaut pas un first, les Clippers, ils vont envoyer quoi en échange de George Hill? Mm. Ils vont envoyer ils vont envoyer quoi? Ils vont envoyer Luke Kennard. Non, je pense que t'as des équipes, si elles veulent vraiment George Hill, elles pourront envoyer des trucs mieux. Et Presti, il va prendre la meilleure offre. Oui. Donc, Là, pour le coup, sur Hill, je pense qu'il a moins de... De toute façon, ce sera que des contenders qui vont vouloir chercher, donc déjà, ça va le faire à peu près. Donc, je vois, ça parle de Schroeder là dans le oui, chat. c'est ce que je t'ai mentionné, qu'on avait surestimé un Rappelez-vous. petit peu. Non mais on a surestimé la valeur de Schroeder. Rappelez-vous ce que ça a donné quand même à la fin. Parce que sur le moment, on était déçus. Après, ça a quand même donné à Orford, Danny Green, qui a été renvoyé à Orford, plus un first, plus Théo Malédon. Ça va. Ouais. Globalement, ça va. Thomas qui nous dit que Trash Talk qui va lancer son live pour vous concurrencer. Non, t'inquiète Thomas, on fera un raid après, vous irez sur Trash Talk, mais on leur donnera un peu de visibilité, quoi. Ouais, ils en ont besoin. Non, nous, là où on aime bien voir Georgie, et Alan dans le chat nous le dit, c'est aux Celtics. Oh non, bon, alors ça, moi j'arrête. On arrête, mais... Alors, il te propose un truc, Hill contre Edwards et un pic. Tu prends? Non. Alors, un pic, ça dépend quoi. Parce que vous êtes tellement dans la merde, les Celtics, que vous n'avez pas intérêt à rechigner sur le package. Hein, parce que là, vraiment, vous êtes dégueulasse. Mais si c'est un first, je prends. Ouais. Mais connaissant Alan, ça va plus être un second tour. Ou 2 second tours, ouais. Ou 2 second tours, on le connaît. Mais de toute façon, Danny Ainge, il va pas bouger. Donc ça sert à rien. C'est incroyable. Danny Ainge, ça fait 15 ans que le dernier trade qu'il a fait, c'est celui de Kyrie. Faut arrêter. On a une autre proposition, Hill Orford contre Otto Porter et Felicio, les contrats se valent.
Ouais, si t'envoies du pic après pour équilibrer, je vois le On voit, truc. on voit du pic parce que Autoporteur est en fin de contrat. Ouais. Je crois que Felicio doit être en fin de contrat aussi. Sauf que je vois pas pourquoi OKC se séparait et George Hill et Dallas Ford contre du salary dump. En gros, tu fais ça pour libérer de la masse salariale, Hmm. sachant que la masse salariale d'OKC a pas besoin d'être libérée. Non, Donc, si là, faut envoyer du pic, là, si tu fais ça. ouais, ouais, ouais. Est-ce que Chicago est prêt à le faire? Je suis pas sûr. Non, je pense pas. T'avais dit Anthony Edwards? J'ai pas fait gaffe. On me dit c'était Non, mais Carson. Oui, Carson. mais bien sûr, Carson. Carson. Carson, j'ai Parce que, entendu. Anthony Edwards Oui, bah là, on prend. contre George Hill, moi je prends. On Hein, prend, on prend effectivement. directement. Euh, pour George Hill, voilà où on en est à peu près. C'est un peu dur de voir où il va finir en finale parce que Prestige fuite peu de choses et que toutes les équipes C'est sont un peu c'est- intéressées. Donc, c'est mercredi la deadline? Jeudi ou mercredi? Je ne sais plus. ouais, un des deux. On fera peut-être un petit truc si jamais il se passe un truc énorme. On sait jamais hein, si on a le temps. D'autres rumeurs à mentionner. Je pense qu'Orford c'est au plus bas. Il y a peut-être des tout petits Ça intérêts, mais bougera voilà. pas. Mais je sais que si je te demandais qui bouge à la deadline, tu me disais George Hill et Jusqu'à là. voilà. Est-ce que tu as des idées pour Muscala ou des trucs? Alan Alors, dit, attends, Alan dit, je peux peut-être te donner Taco. ouais, ça va. On a déjà Eh, Moses eh, Brown, c'est bon, c'est dé- bon. Démerde-toi avec ta 11e place. T'iras jouer le play-in et voilà. Nous, on l'enverra à Philly, comme ça au moins vous serez contents. Les copains, eux, ils iront en finale de conf pendant que vous vous ferez défoncer au premier tour. Hmm. Pendant que Brad Stevens distribuera des cakes aux olives à la mi-temps. Donc, non, alors, pour le cas Muscala, bah, il joue plus. Donc, ça. Et puis là, on en avait parlé la semaine dernière du fait qu'il jouait plus. Et moi, j'avais dit que Daigneault avait justifié ça en disant qu'il voulait tester des rotations. Là, ça fait tellement longtemps qu'il joue pas que j'ai l'impression que il le garde pour éviter de se blesser. Alors, typiquement, la contrepartie, ça va être un second tour. Hein, cherchez pas. Ils font pas plus que ça. Mais En plus, quand il a joué, il était bon, là, cette ouais, semaine. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Mais donc un second tour, tu vois, Ouais. un petit second tour, et il partira, je pense, dans une équipe qui a besoin d'un 5 capable de shooter. Peut-être pas un super contender, mais une équipe qui veut jouer quelque chose. Charlotte? Ouais. Et est-ce que il ferait pas du bien aux Knicks en apportant un peu de spacing, tu vois, à côté de Ah, Randle, par exemple? Je sais pas, non, c'est une idée comme ça. je suis Yannick, je touche à rien. Tu touches à rien? Oui, C'est vraiment, ça se tient c'est aussi. comme quand tu trouves une recette magique. Ouais. Quand tu trouves un bon gros plat qui est vachement bon, tu ne touches à rien, tu touches pas à un Ouais, ingrédient mais parce que t'as peur de tout les péter Knicks, après. les Knicks, à tous les coups, ils vont s'enflammer, ils vont vouloir vraiment marquer le coup pour aller en playoff, Non, je pense que etc. Tu penses pas? c'est plus Enix là. Pour J'espère. moi, c'est Franchement, plus franchement, Enix. j'espère parce que c'est bien d'avoir une bonne franchise historique comme ça. Oh, ils sont fun. Les fans Oui, mais d'Enix là, oui. sont tellement contents cette saison, mais moi je suis tellement heureux pour eux aussi. Mm. J'ai qu'une envie, c'est remettez des fans au Garden, putain. L'interception là de Reggie Bullock face au Magic, tu mets ça Incroyable. dans un Garden plein, mais le Garden il explose. Incroyable. Tu mets un petit Nets Knicks là au premier tour de playoff, mais ça va être incroyable. Donc Muscala peut-être sur le départ, surtout ouais, voilà, vu qu'il joue plus. Ouais. Après, il y a d'autres noms circulés. Il y a, oui, on te le dit dans le chat, Kenrich Williams est un petit dark horse sur la deadline. Pourquoi? Parce que il a le profil type du bon role player qui peut être utile à n'importe quelle équipe, qui défend bien, qui va mettre un ou deux paniers importants, qui a du hustle, qui va prendre un ou deux rebonds offensifs. Lui, il peut jouer, je pense, en vrai, hein, de plus en plus, je le dis, 10-15 minutes partout, presque. Donc, il y a des petites rumeurs. Et pourquoi il y a ces rumeurs? C'est aussi parce qu'il est plus vieux que le reste du groupe, 26 ans. Du coup, il rentre pas vraiment dans la timeline par exemple, un Svi ou un Jackson a quand même 3-4 ans de moins. Et donc sont un peu plus dans la timeline de la reconstruction. Donc c'est ce qui peut en faire un potentiel départ à cette deadline. Et là encore une fois, c'est très large qui pourrait s'y intéresser parce que son contrat, lui, pour le coup, est très faible. Ouais. À voir. Bon, moi, j'ai pas l'impression. Alors Oui, après, c'est des petites rumeurs, ça. si on trade Kenrich, ton argument de on a tradé Diallo parce qu'on avait déjà un joueur Ouais. qui était capable de hustle avec Williams s'effondre un petit peu. Ouais. Mais non, moi j'ai envie de garder un joueur comme. Là, pour le coup, tu vois, si Muscala
comme dit Alan, Darius Miller est tradé, je m'en fiche, très honnêtement. Là où Kenrich Williams, ça m'embêterait un petit peu, parce qu'effectivement, il est peut-être un poil plus jeune, enfin un poil plus vieux, pardon, mais dans une rotation, Il est intéressant. il est toujours efficace. Il est intéressant à voir. C'est un glue guy, non, c'est intéressant à voir. Effectivement, on n'en a pas parlé, mais Miller aussi, potentiel trade. Mais là, la valeur Après, elle est il coûte très cher. faible. Il coûte cher et Cher sa aussi. valeur est très faible parce qu'il a presque pas joué, il revient de blessure. Alors dès qu'il rentre, il met dedans. Mais voilà. Oui, rumeur Lonzo aux Hawks ou aux Bulls aussi qui sort là en ce moment. Donc, Ouais, bah, même les Clippers ouais. sont dessus. Oui, il y a du monde là. Il y a du monde sur Lonzo. D'autres rumeurs sur lesquelles tu aimerais discuter? J'ai vu passer un truc, alors j'ai pas trop compris. Je crois que c'est Trash Talk qui a dit ça, genre je sais plus de quelle source. Que les Nets voulaient transférer Dinwiddie et que le Thunder Oui. pourrait être dans le trade. Alors j'ai pas trop compris le pourquoi du comment et pourquoi on Alors, récupérait Dinwiddie. J'ai pas vu le fait qu'on a été mentionné, tu me l'apprends pour le coup. Par contre, c'est vrai que Spencer Dinwiddie, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour de lui. Les équipes qui sont mentionnées sont pas les équipes les plus fortes actuellement. Typiquement, Détroit apparemment sont Ouais. intéressés par le fait de faire revenir Dinwiddie, hein, parce que rappelez-vous, Dinwiddie a commencé à Détroit, et puis il est parti gratos. Il est parti au Nets, et où il a vraiment explosé. Nous, si on récupère Dinwiddie, je trouve que, bon, je vois pas spécialement l'intérêt pour l'instant. Mais ça reste quand même un excellent joueur qui est relativement jeune. Je crois qu'il a 26-27 ans, Dinwiddie, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, il pourrait fitter. Alors, je vois vraiment pas pourquoi on pourrait le récupérer, ni contre quoi. Ouais. 27 ans, ouais, il va en avoir 28. Je suis pas fan de l'idée. Je suis pas tu vois, je préfère avoir un Lonzo Moi, je vois pas l'idée. que compter de chez que lui presque. Après, il a une player option. Il a une player option en plus l'année prochaine. Ouais, bon, je vois pas Non, l'intérêt. je vois pas l'intérêt. Mais ouais, bah. S'il y a un trade de Dinwiddie, par exemple, et qu'on vient se greffer pour Ouais. faire un trade à 3, pourquoi pas? Pourquoi pas, Mais ouais. le récupérer directement, je suis mitigé. Je pense que c'était Que plutôt ce dans ce sens-là d'ailleurs qu'on était mentionné, où on faisait un truc à 3, où on venait faire un peu les éponges de salaire et en récupérant un ou deux Ça, oui, trucs. je pense. Ça, c'est intéressant. Ça, je pense qu'on est capable de le faire. Mais de le récupérer lui, je vois pas trop l'intérêt, Ouais. honnêtement. Mm, mm, mm. Ok, je pense qu'on a fait le tour un peu de ces rumeurs-là. On arrive à l'heure de live d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions avant qu'on quitte l'antenne et qu'on aille se reposer parce que L'antenne. la semaine prochaine va être dense encore une fois avec la deadline du coup qui arrive à grands pas. Alors je pense qu'il y aura beaucoup de live à ce moment-là. Je pense que notamment Trash Talk en fera un par exemple où il y en aura beaucoup. On verra nous ce qu'on fait. Je pense pas qu'on fera un live à part s'il se passe un truc de ouf. Ouf. On sait jamais, hein. Alors, la deadline, quand est-ce que c'est? Parce que, exactement, je ne sais plus quand c'est, excusez-moi. Je crois que c'est mercredi. Hmm. Alors, le 25 mars, donc c'est effectivement mercredi. Non, jeudi? Jeudi. C'est jeudi. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, peut-être, il y aura peut-être un Georgie qui va partir. Je pense que s'il y a un trade qui se fait côté Thunder, il se fera le soir de la deadline. Ouais. Ouais. Dans le Pas avant. Alors oui, si on récupère Towns à la deadline, on fera peut-être quelque chose quand même pour le coup. Oh, mais arrêtez. Jeudi Non, 20h, bah, ouais, c'est ça. Jeudi Ça, 25. c'est le truc où les gars, va pas falloir lâcher vos téléphones une seconde, ça va être insupportable. Tu vas lâcher 1 heure le téléphone, tu vas te retrouver avec 10 notifs du Watch et 5 trades. Parce que je sens que cette Oh, on année. sait pas, il y a des deadlines qui sont calmes. Hein. Tu sens que cette année ça va être calme, toi? Bah, il y a qui peut potentiellement bouger? Il n'y a pas de gros trades pour moi, mais il y aura plein de petits trucs. Bah, comme tous les ans à la deadline. Oui. L'année dernière, t'avais D'Angelo Russell qui était venu pimenter un peu le bordel, mais Il y a pas mal de. il y a Oladipo. Ouais, mais tu vois, il y a des situations, bon, c'est des trucs moyens, mais un Alridge, sa situation, elle Va doit être buyout. Ouais. Tu penses, toi? Ah oui, personne va. Avec le salaire qu'il a, tout le monde se frotte les mains pour le buyout. Et de toute façon, San Ils Antonio, attendent que ça. bah, San Antonio, c'est-à-dire que si personne vient faire une offre pour Aldridge, Mm. ils vont être obligés, ils vont le buyout après. Mm. Donc, je pense que Miami, qui est l'équipe en pole position aussi pour le récupérer,
va tranquillement attendre C'est ça. le fait qu'il va y avoir buyout. Il y a peut-être une équipe, tu vois, qui sent qu'ils vont pas pouvoir le récupérer via buyout, qui vont peut-être tenter de le récupérer via un trade pour le coup. C'est ce que j'allais dire. Tant que tout le monde pense qu'ils vont l'avoir en buyout, ils vont pas se positionner. Par contre, il y en a un qui dit ok, je l'aurai pas, il va envoyer des trucs. Il va Ouais. envoyer des trucs. Mais tu vois, t'as des rumeurs sur Oladipo, t'as deux, trois rumeurs sur Fournier aussi, mais après, il y a beaucoup de Orlando, rumeurs à la deadline, il y a beaucoup de rumeurs à la deadline qui bougent pas. Tu vois, Harrison Barnes, il y a deux, trois rumeurs aussi, mais après, c'est des rumeurs qui concernent Boston, donc Boston, c'est des rumeurs qui n'arriveront jamais. Voilà, mais va y avoir des moves, je pense, notamment de la part des équipes de l'Est. Je pense que, comme tous les ans, l'Est va beaucoup s'activer. Là où je pense que l'Ouest restera plutôt calme, mais je m'attends pas à avoir une trade deadline extraordinaire comme il y a 3 ans par exemple, où tu avais LeBron qui avait envoyé la moitié de Cleveland Alors, celle-là, dans la même soirée, où tu avais Dwayne Wade qui était de retour à Miami, celle-là elle était c'était n'importe incroyable. quoi celle-là. Mais ouais, je pense que ça restera plutôt relativement calme. D'ailleurs, Drummond, vous en penseriez quoi au KC? Je vois pas l'intérêt. On a déjà Moses Brown, on a déjà un clown, ça suffit. Non, je vois pas l'intérêt à part si c'est pour avoir un pic, etc. Mais typiquement, au KC, je suis même pas sûr qu'il jouerait en fait. Il serait comme à Cleveland, quoi. Non, non, ça servira à rien. Il y a des rumeurs aussi sur Aaron Gordon, il y a beaucoup de rumeurs Aaron sur Gordon, Aaron mais Gordon. il y en a tout le temps des rumeurs sur Aaron Gordon, de toute façon. Ah, mais là, il a mis 38 points hier soir, là, attention, là, Ouais. les rumeurs, elles vont aller bon train. Non, donc il y a quand même deux trois noms intéressants, pas de superstars ou de stars qui sont sur le marché. Après, il y a rarement de superstars pendant la deadline, Oui, hein. c'est rare, c'est souvent hors deadline, ouais. Kylori peut-être, mais je crois que les rumeurs sont éteintes Il est depuis. trop cher, Mais oui. trop cher. Non, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Donc voilà, après, nous, on bougera. Je pense va y avoir au moins 2 trades côté OKC. Ouais. Je pense qu'il y en aura un pour le Durgill qui est quasi acté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il revient pas, je pense. Il y en aura un pour. Ah, je pense qu'il est quand même un peu blessé, hein. Non? Oui, mais si tu voulais le faire jouer, je pense qu'on le ferait jouer. Un soir de playoff, il joue, quoi. Voilà, c'est ça. Contrairement à Chris Paul. Non, ouais, mais oui, oui, il y en aura peut-être un, Muscala, Kenrich Williams, peut-être Justin Jackson aussi, hein, on sait jamais. Donc voilà, ça peut bouger de notre côté à deadline, ça va bouger de notre côté à deadline, mais il y aura rien d'extraordinaire, je pense. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. On va arrêter là, hein. On va arrêter là. Merci à tous d'être venus pour ce live. On était plus d'une trentaine environ pendant tout le podcast, donc c'était super cool. Je pense que c'est la dernière fois qu'OKC joue à une heure aussi cool pour nous Français de la saison, si je me trompe pas. Donc c'est pas sûr qu'on puisse refaire ça en mode post-game, mais on reprendra notre heure habituelle de 18h, souvent le dimanche. La semaine prochaine, on sera sûrement par contre un podcast audio. On verra ce qu'on vous prévoit, sûrement un débrief de la deadline si on l'a pas fait en direct, j'ai envie de dire. Ouais. Et voilà, donc merci à tous d'être venus. Abonnez-vous à tous les comptes Twitter, Instagram, etc. Du compte. Allez sur le site web aussi régulièrement voir nos articles. Et bien sûr, le replay de ce live est disponible directement sur Twitch, mais aussi sur YouTube et en audio. Abonnez-vous partout en audio et laissez des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à faire des commentaires sur ma moustache. Vraiment, ça vous fait. Vous mettez 5 étoiles avec une jolie critique sur ma pilosité faciale et ce sera vraiment. Et je vois Constant qu'il y a certains membres de ta clique, parce que ça dit ça remonte le moral après la défaite de Lyon. Ouais, écoute. Est-ce que t'es vraiment surpris? Moi, non. Je le répète depuis longtemps qu'on est condamné à finir 4ème, c'est la destinée. Elle va s'accomplir. Voilà. Oui, moi je le vois bien comme ça ferait très rire. Mais ça, c'est tellement Lyon de finir 4ème, ça c'est écrit. C'est tellement écrit que t'es obligé que ça se termine comme ça. Donc merci à tous d'être venus, merci pour l'interaction dans le chat et tout, et merci pour les bons retours. On se retrouve très vite, à bientôt et salut. Salut!